on peut regretter que la Commission n'ait pas examiné l'ensemble des amendements, c'est-à-dire qu'elle prenne le temps de les examiner. Bien sûr, 20 000 amendements, ce n'est pas rien. Je ne suis pas, moi, favorable à tout ce qui peut apparaître comme une obstruction, mais c'est l'occasion d'un débat, c'est l'occasion aussi d'échanger, d'avancer sur un texte manifestement qui n'est pas encore totalement abouti, qui n'est pas totalement partagé, et notamment par les parlementaires, mais aussi par les Françaises et par les Français. Au Sénat, nous aurons ce texte en examen en commission début avril. Oui, début avril. Si l'Assemblée nationale respecte l'agenda. Je n'en suis pas certain aujourd'hui. Il est possible que... Alors, Emmanuel Macron a même abordé la possibilité de l'utilisation d'un 49.3 devant les parlementaires hier. Écoutez, moi je pense que le 49.3 n'est pas fait pour abréger un débat. 49.3, dans la Ve République, il est un outil quand on n'a pas de majorité. Et il a été utilisé dans l'histoire. Nos internautes n'étaient pas nés, mais à l'époque de Raymond Barre et de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait un problème à l'intérieur de la coalition majoritaire avec les gaullistes. Michel Rocard, plus récemment, l'a utilisé parce qu'il avait un problème de majorité avec les communistes. Et encore plus récemment, je vous coupe, mais encore plus récemment, François Hollande et Manuel Valls l'ont utilisé à 2 reprises. Mais d'une manière un peu différente. Et je pense que le 49.3, je l'ai dit clairement, je ne le conseille pas. De toute façon, il n'est pas applicable au Sénat. Et donc, au Sénat, nous aurons la plénitude du débat. Vous avez parlé d'amateurisme en parlant des députés En Marche. Vous les considérez amateurs dans leur manière d'aborder ce texte ? C'est le président de la République qui a parlé d'amateurs. Je pense qu'ils ne sont pas des amateurs, mais c'est un peu amateur quand même de penser, de proposer à des parlementaires de voter sans connaître ni l'impact financier d'un texte de loi, ni, j'allais dire, l'approche juridique. Et d'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit. Et je pense que quand on respecte le Parlement, il faut lui donner tous les éléments pour qu'il s'exprime. Mais réunir les partenaires sociaux pour discuter avec eux du financement, ça fait partie aussi de la démocratie, c'est une bonne chose. Oui, mais voilà pourquoi j'avais proposé qu'on reporte l'examen du Parlement après la conférence de financement. C'était quoi 2 mois d'écart. Je crois que sans aucun doute on aurait gagné. C'est pour ça que le Sénat, dans sa conférence des présidents, a une très très large majorité. Seulement le groupe de la République En Marche ne l'a pas voté. Sur une proposition conjointe communiste et républicaine, a proposé qu'on lève la procédure accélérée, qu'on se donne le temps du porter à connaissance réelle, de l'étude d'impact réel, de l'évaluation et du débat. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent que la procédure accélérée qui a été utilisée par le gouvernement pour ce texte prévoit qu'il n'y aura qu'un seul examen par chambre, donc l'Assemblée nationale votera une fois le texte et le Sénat une seule fois. On peut, d'habitude, la procédure non accélérée, la procédure habituelle, c'est 2 fois. 2 lectures dans chaque chambre. Ça aurait été préférable pour vous sur ce texte ? Je pense, parce que regardez, nos collègues députés, et je le dis vraiment avec respect pour eux, ils vont voter dans le noir. Nous allons voter avec plus de lumière, puisque la conférence de financement aura avancé. Mais je dois dire qu'il y a quelque part une forme d'approche viciée de ce que doit être un débat parlementaire. Mais le gouvernement peut toujours lever la procédure accélérée. À tout moment. À tout moment. Et je souhaite qu'il le fasse. Et si ça lui apparaît nécessaire, moi je pense que c'est nécessaire. Il y a quelque chose que le gouvernement ne peut pas faire, ni même la majorité à l'Assemblée nationale, c'est toucher au régime de retraite des sénateurs. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Mais si. Faut-il supprimer le régime de retraite des sénateurs ? Je ne vais pas le supprimer. Pourquoi ? Les sénateurs vont rentrer dans le régime universel comme les députés. C'est la loi organique. Je m'y étais engagé depuis le mois d'avril 2018 dans un colloque public. Donc, même principe de calcul de pension ? Bien sûr. Et ensuite, c'est le bureau de chacune des assemblées qui verra comment on gère un éventuel régime supplémentaire facultatif, mais qui sont dans des règles de transparence. Je voudrais d'ailleurs dire que notre régime de retraite aujourd'hui, il est avantageux, mais il coûte... Il est avantageux pour les sénateurs. Il est très très avantageux, oui, oui. Mais il coûte de l'argent public. Très peu par rapport au régime des députés. 9,9 millions par an, qui provient du budget du Sénat, et 67 millions pour les députés, parce que nous avons une caisse qui a une gestion qui est ancienne, qui produit des revenus et qui contribue. Mais les choses sont claires. Nous allons rentrer dans le régime universel de retraite.
Il y a d'abord un aspect organique qui est prévu dans le texte. Nous l'examinerons. Je voudrais simplement insister sur un point. Pourquoi organique? Pourquoi c'est à part? Parce que l'indépendance, l'autonomie du Parlement est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel dans une démocratie que le Parlement ne dépende pas du bon vouloir de l'exécutif. Il y a un certain nombre de pays qui ont expérimenté ce que veut dire un exécutif qui tord le bras au Parlement. Je prendrai l'exemple du Venezuela actuellement. Il est parlant à lui seul. Je vois le clin d'œil, effectivement. Donc, bon, pas d'obstruction parlementaire en vue au Sénat. Non, au Sénat, nous allons procéder à un examen au fond. Il y aura de nombreux amendements, mais qui porteront, je n'en doute pas, sur chacun des dossiers de fond, d'autant plus que nous avons 29 ordonnances. Qu'un peu plus de la moitié du texte, c'est alors vraiment le trou noir aujourd'hui, sur des sujets qui ne sont pas des sujets seconds. La transition pour chacun des régimes, des sujets sur lesquels nos compatriotes ont besoin de savoir qu'est-ce qui les attend. Vous savez, c'est quand même paradoxal. Il y a 2 ans et demi, tout le monde était pour la réforme des retraites, régime universel. À point. Quand on a eu le rapport l'été dernier, le rapport de Jean-Paul Delevoye, on a senti une forme de suspicion. Et puis aujourd'hui, on est dans le rejet. On est dans le rejet, pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. Et les citoyens ont le sentiment que c'est le sentiment qu'on leur cacherait quelque chose. Effectivement, c'est ce que dit Cidrès, la valeur du point dépend d'un indicateur qui n'existe pas encore, ça fait partie des... Alors ça, c'est... Voilà, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. Oui. Parce qu'entre la réforme qu'il indexait sur les prix, celle qu'il indexait sur les salaires, et maintenant sur il le va salaire falloir qu'on invente. Vous vous rendez compte, un sujet aussi important, parce qu'au Sénat, en 2010, une majorité du Sénat, sur une proposition d'ailleurs centriste, Éric Woerth était au banc des ministres, s'est dit favorable à ce qu'on examine un système à points. Donc pas d'hostilité sur le principe. Et d'ailleurs, les Français sont pas hostiles sur le principe. Mais ne pas connaître comment sera calculée la valeur du point, c'est quand même assez essentiel.